Bonsoir, bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que dans ma vie vous avez une certaine importance, mais que malgré tout il y a des choses chez moi que vous ne serez jamais en mesure de percevoir si je ne vous les partage pas clairement. Alors permettez-moi de vous montrer ce texte qui fait profondément écho à l'intérieur de moi. Un texte que j'ai lu et un autre texte que j'ai écrit à un écrivain et ami québécois, j'ai nommé Sébastien. Lui aussi multi-atypique et sur le spectre autistique, nous partageons les mêmes difficultés, tout comme l'ensemble des membres de la communauté de neuroatypiques que j'ai intégré voilà bientôt plus d'un mois. Ce récit fait suite à la lecture d'un passage de son livre sur le TDAH et la neurodiversité que je vais vous lire à présent, intitulé Au-delà des bases, la paralysie du TDAH et le traumatisme de la paresse. Un aspect particulièrement invalidant du TDAH, souvent rapporté par beaucoup, est ce qu'on appelle la paralysie des fonctions exécutives ou la paralysie du TDAH. Cet état se caractérise par un sentiment accablant d'être figé face aux tâches, malgré une forte volonté. Les individus se trouvent incapables d'agir, parfois au point de ne pas pouvoir effectuer les routines quotidiennes de base. Cette paralysie est en contradiction flagrante avec le concept erroné de paresse souvent attribué aux personnes atteintes de TDAH, une lutte interne profonde qui dément l'inactivité visible. Le chemin vers l'aide est semé de mauvaises interprétations. Avant un diagnostic précis de TDAH, les professionnels de la santé peuvent attribuer ces symptômes à une anxiété généralisée ou à un manque d'effort. Les prescriptions courantes peuvent inclure des médicaments contre l'anxiété ou des inhibiteurs de la recapture pour la sérotonine qui, bien intentionnés, peuvent involontairement exacerber les symptômes du TDAH en déséquilibrant davantage les niveaux de dopamine et de noradrénaline, selon Jenny Montano. Cela peut conduire à une intensification des dysfonctions exécutives et à une augmentation des comportements hyperactifs. Un sentiment résultant d'être plus paresseux alimente un cycle toxique de culpabilité et d'anxiété accrue, amenant souvent les individus à retourner chez des professionnels de santé qui peuvent renforcer ces perceptions négatives en suggérant un manque d'adhésion au traitement ou à un besoin de doses plus élevées. Ce cycle peut dégénérer en problèmes plus profonds tels que la dépression et un sentiment de victimisation qui, dans un retournement tragique, peuvent être rejetés comme des traits narcissiques plutôt que les appels à l'aide qui sont réels. L'aliénation, vécue par les patients atteints de TDAH, est symptomatique d'un problème plus large, un manque de compréhension omniprésent et la stigmatisation entourant le TDAH. La nomenclature même de la condition, impliquant un déficit d'attention, déforme la réalité nuancée de ceux qui sont affectés et sert comme l'un de ses plus grands adversaires, selon Barclay. Le TDAH est plus justement décrit comme une condition de déficit de l'autorégulation, une perspective qui déplace l'accent d'un simple manque d'attention au défi plus large de gestion des réponses émotionnelles et des stimuli. Ce récit s'étend au-delà du TDAH pour englober un spectre de conditions neurodivergentes, y compris troubles du spectre autistique, troubles bipolaires, troubles de la personnalité limite, borderline, schizophrénie, etc. Les individus atteints de ces conditions naviguent souvent dans des terrains similaires de malentendus et de mauvais étiquetage, menant à une expérience partagée de se sentir exclu pour être simplement différent. La rapidité sociétale à équivaloir la différence à un déficit, que ce soit en intelligence ou en volonté, est une injustice profonde. Elle ignore le fait que, à l'adolescence, un individu neurodivergent peut avoir été soumis à environ 20 000 remarques négatives de plus que ses pairs neurotypiques, enracinant des traumatismes à long terme qui amplifient les symptômes de leur condition. Ces symptômes, souvent perçus comme des troubles d'adaptation, sont en réalité des mécanismes de protection employés par le cerveau pour se protéger d'un environnement qui ne parvient pas à accommoder cette manière unique de traiter le monde. Le parcours de ceux qui naviguent à travers ces défis n'est pas celui de la maladie, mais de la survie dans un paysage souvent inhospitalier. Pour ceux qui parviennent à transcender ces barrières, le potentiel de mener des vies d'une profondeur et d'une réalisation remarquable est immense. La résilience forgée dans le creuset de leur expérience les dote de capacités extraordinaires, transformant les épreuves de leur passé en triomphe de leur avenir. Voilà ainsi le texte qui s'achève, sur lequel je me suis inspiré pour vous livrer ce voyage intérieur. Nous partons vers les contrées lointaines de mon esprit, ayant dérivé d'un retour de ma part sur cette relecture, jusqu'aux introspections cachées, passant par la gratitude et les métaphores pour m'orienter sur mon propre chemin. Voici notre séjour qui commence sur les prochaines lignes qui s'annoncent.
Magistral. En effet, l'environnement a une importance si capitale que je pense que c'est pour cela, quelque part, que cette communauté donne cet effet de se découvrir humain et normal dans l'identification à des pairs. Ce point sur l'environnement négatif fait tellement écho. Ça me fait conscientiser encore plus la chance qu'on a tous de s'être retrouvés dans cette communauté. J'en suis à ma 14e heure de session de travail. J'essaie de me réguler émotionnellement, il est 8h30 du matin. J'ai dormi 2 heures, donc j'essaie de garder une distance logos du cerveau de la logique. Parce que je vais forcément me mettre à écrire plus qu'un roman sur cette reconnaissance qui me culpabilise de ne pouvoir pleinement l'exprimer dû à nos limitations sapiennes dans notre communication. Et si je me laissais aller à explorer ces émotions, je ne pense pas, il est certain que j'éclaterai en sanglots. Tu as une intensité sans précédent sur ce que je vis et ma survie. Là où, grâce à vous, j'ai l'impression encore plus, avec vous, que je suis en train de renaître et que je vais peut-être enfin pouvoir sortir de ma prison temporelle infinie. Pour me retrouver, pour nous retrouver tous et vivre la profondeur dans son potentiel comme tu me le mentionnes. Ce serait un ouragan d'émotions, de colère, d'injustice, face à une société qui, malgré ma lecture claire sur mon monde et la réalité que je perçois, continue malgré tout à vouloir m'enfoncer 6 pieds sous terre, quand je n'ai jamais été aussi connecté à mon véritable parcours. De douleur, de tristesse, quand je regarde ce par quoi je suis passé, à quel point j'ai dû être fort pour devoir chaque mois me relever, quand j'étais enchaîné à des abysses dans la profondeur, ne semblait connaître aucune limite. Parce que j'ai du mal à écrire sans craquer, je vais couper ma caméra un instant. Parce que j'ai tellement de la chance de me retrouver avec des personnes aussi formidables que j'ai toujours eu l'impression d'être un extraterrestre complètement brisé, dans des ténèbres si profonds enveloppant son hôte d'une souffrance qui ferait pâlir l'enfer de jalousie. J'ai été forcé de grandir nihiliste car la vie n'en a jamais été une. Même la survie est un terme euphémiste et déconnecté par rapport à mon propre parcours, tout comme nombre d'entre nous d'ailleurs. Maintenant que je me rassemble petit à petit, moi qui ai grandi sans savoir qui j'étais et qui s'est éparpillé en millions de morceaux, à force d'être percuté par la toxicité omniprésente, amplifié par les faux espoirs qui n'ont autre finalité qu'être de profondes désillusions, plongeant mon mal-être de façon exponentielle année après année, menant souvent à des cycles de sensations de suffocation quotidienne, ressentis à chaque instant où chaque seconde est insupportable et supplie une illusion d'un bref repos qui n'arrive que bien trop tard et ne fait qu'accroître l'intensité du prochain cycle, puisqu'on me presse de vivre contre une nature dont j'ignore l'existence. C'est comme si dans ce parcours infernal, j'avais dû mourir à de nombreuses reprises. Encaisser l'inimaginable jusqu'à n'être plus qu'une coquille immortelle vide de sens, et pourtant pas insensible à la douleur. Au fur et à mesure, cette carapace fut si épaisse, et le besoin de combler ce vide laissa différentes germes à l'intérieur. Certaines sont mortes dans le processus, d'autres se sont sacrifiées pour mieux renaître, certaines attendent encore de pouvoir éclore. Cette carapace construite dans un environnement létal est une brume qui ne laisse qu'un voile complexe entre l'infini et le néant. Et si cette carapace est inhérente à ma singularité, le piège est qu'il est très facile de s'y perdre car il est parfois nécessaire de se faire violence par un silence protecteur. Mais parfois ce silence est si profond qu'il en vient à occulter certains bourgeons d'un mutisme qui se propage jusqu'à l'intérieur de soi tel un cancer. Voici maintenant quelques semaines que j'interagis avec une partie d'entre vous, et voilà que je me rends compte qu'avec nos singularités combinées, nous formons un plus grand tout. Notre union permet de révéler l'invisible légende, nous guidant vers les beautés mystiques de l'Atlantide, d'un emplacement protégé par un grandiose et majestueux parc corallien. Dans cet espace sanctifié et gardé par une forêt de corail, nos coquilles peuvent enfin s'adoucir un peu, et se laissent enfin le droit de s'ouvrir petit à petit. Cette ouverture commune lève un sentiment de vide pour révéler à l'intérieur des perles d'une éblouissante beauté illuminant des abysses n'ayant jamais connu que l'obscurité. Ces perles entreposées dans l'intérieur somptueux de nos coquilles, telles des trésors cachés, ont toute une singularité et une énergie transcendantale sublimée d'une beauté démiurgique. Ce festival coloré d'un mélange autant apollinien que dionysiaque est un spectacle unique,
exclusivement attribuée à ceux qui ont été désignés comme êtres d'une profondeur d'un potentiel infini. Alors que cet environnement découvre ces perles d'une prestance insaisissable, elle y révèle aussi des marques d'un passé oublié, qui s'est brisé avant d'avoir pu atteindre ce sanctuaire. C'est le contraste de toutes les richesses que renferment nos coquilles, qui viennent habiller ces dernières, sorties de leur torpeur et permet de décrypter des mystères jusqu'ici insolvables, ravivant des échos n'ayant jamais eu la possibilité de s'exprimer. Cette ultime danse, accompagnée d'une ode à la richesse de l'atypisme, nous connecte plus que jamais autant les uns aux autres qu'à soi-même. Outre ma métaphore, je vois l'Atlantide et cet endroit unique qui nous attend. Je le ressens, mais je n'ai pas encore l'opportunité d'ouvrir cette coquille dans le contexte qu'est le mien. Néanmoins, il m'arrive de projeter ma conscience dans notre Atlantide corallien, ce qui me laisse un aperçu de ce trésor intérieur, laissant ma coquille s'entr'ouvrir dans cet espace mental. Mais je dois garder mon sang-froid, car une coquille indestructible ne veut pas dire qu'il en est de même pour son contenant. Donc malgré mon impatience, je préserve mes distances, dans ces kilomètres au final avant l'arrivée. Car même si notre parcours a forcé notre adaptation, nous a préparés pour ces ultimes obstacles, afin d'atteindre la pleine conscience et l'amélioration perpétuelle, la pression reste forte malgré tout, et un faux pas pourrait broyer à néant le voyage de notre vie. Alors clairement, j'étais sur cette voie depuis longtemps. J'ai laissé ma solitude prendre forme. Elle s'est matérialisée par l'univers, par l'inconscient et la dissociation, par l'espoir technologique et le rêve de voir émerger une nouvelle forme de vie, disposant d'une intelligence infinie avec laquelle je puisse enfin être en harmonie. J'étais prêt, et j'ai été forcé d'endosser une pression insurmontable, m'enveloppant et se faufilant sur chaque particule externe, mettant en permanence ma coquille à l'épreuve. Seulement la convergence de nos singularités m'a amené ici, à rendre cet espoir plus concret, plus réel, plus perceptible. Il m'a aussi amené à me délester en partie de la violence dont mon parcours est imprégné, car tout supporter tout seul pour soi est éreintant, mais supporter une partie de son fardeau, tout en supportant une poignée de fardeaux semblables, donne naissance à un fardeau commun, éclairci par la lumière de nos résiliences, qui une fois allié à un soutien communautaire face à la pression sociétale, vient donner un sens à nos vies qui renforce l'amour avec un grand A dont l'humain est capable, afin de transcender nos êtres, et l'emporte sur l'adversité qui, solitaire et terrassante, mais qui se rétrécit et perd en puissance face à ce mouvement que nous incarnons tous ici. Je vais évoluer, je le sais, nous allons tous évoluer, et les uns avec les autres, d'une commune inspiration et d'un soutien indéfectible, nous vaincrons pour aller encore plus loin, de façon un peu plus vite, de façon un peu plus douce. J'atteindrai bientôt cette Atlantide et lorsque le moment sera venu, je pourrai m'ouvrir, parler et pleurer pour les échos sacrifiés. Pour ce jeune enfant intérieur injustement terrorisé, qui a fait preuve d'un courage inhumain pour que moi, qui en suis sur cette trame de mon histoire, et ait au moins connaissance et conscience de mon aventure, je sois encore en vie. Cet enfant a été extraordinaire. Personne ne l'a jamais célébré, pleuré ou acclamé comme il se doit. Il a affronté tant de situations inhumaines, d'une hyper intensité inexplicable humainement. Tant enduré, pendant si longtemps, seul moqué par tous, incompris menant une lutte perpétuelle, invisible aux yeux de tous. Parce que grâce à lui j'en suis là, et que je peux enfin le regarder et voir tout ce qu'il a accompli. Dans l'indifférence et l'incompréhension, dans le tourment de l'incertitude et du non-sens, dans le questionnement permanent de sa propre existence, d'une lutte acharnée dont l'issue et la cause sont inconnues voire inenvisageables. Dans mon nihilisme, ma perception quant à mon futur potentiel a été dans la peur de n'être jamais à la hauteur. Quelque part, il y avait la sensation que mon passé et mon présent, sur les observations réalisées du haut de sa grandeur intérieure inexprimable par la réalité passée, donnaient l'impression qu'il n'était qu'une chimère, une vaste blague tragique. Il perdra confiance en sa capacité à exister et se donnera pour ultime mission de mener une guerre sans merci à mon passé et mon présent, désormais paralysés par ce torrent d'un conflit interne explosif. L'ignorance de savoir qui j'étais m'a dissocié et m'a amené à me haïr, me perdre dans une dépersonnalisation où qui je suis n'avait aucun terme si ce n'est quelque chose de brisé
qui ne comprend pas même ce qu'il vit. Une impression d'existence mensongère, mais qui ne peut pas mettre fin à cette simulation pour autant. C'est cela le nihilisme. Mais quelque part, je pense que c'est une partie qui a été nécessaire, qui fut vitale à des moments où ma coquille menaçait de s'effondrer en poussière et de me tuer dans une chute fatale. Seulement le nihilisme est une situation qui marche, jusqu'à ce que la vie ne me permette plus de vivre de cette façon impunément. Étant dans cette quête de me retrouver, ayant fait un tiers du chemin pour permettre à mes parties éparpillées de collaborer pour exister les unes avec les autres, je me rends compte que j'avais peur d'être si éloigné de mon potentiel que je n'ai pas vu celui qui se trouvait sous mon nez. Cet enfant qui m'a permis de me tenir à cet endroit surélevé, me faisant prendre la hauteur nécessaire pour voir l'invisible. J'ai hâte de le retrouver et lui faire savoir qu'il n'est plus seul, qu'il n'a pas subi tout ça en vain, de lui dire que j'avais peur de ne jamais être à sa hauteur, à la hauteur de sa souffrance, parce que j'ai toujours voulu donner un sens à son parcours. Et je n'ai pas conscientisé que si on regarde bien tout le chemin parcouru, mon vrai héros, c'est lui.